Bonsoir, les élèves majeurs peuvent porter des signes religieux convictionnels donc dans les écoles de promotion sociale, en tout cas de l'enseignement de la COCOF. Mais en même temps, une femme porte plainte contre la STIB pour discrimination à l'embauche. Alors, Bruxelles accepte-t-elle vraiment qu'on affiche sa religion, surtout quand celle-ci est musulmane? Et au fait, quelle est la place du féminisme dans cette religion musulmane? On en parle sur un plateau 100% féministe. Bienvenue sur BX1, c'est Versus. Et avant de passer la parole à nos trois invités, ce soir, peut-être l'élément d'actualité auquel nous rattachons cette discussion, ce débat versus, c'était cette semaine sur BX1+, la radio de BX1, on recevait le directeur de la Ligue des droits humains, avocat, défenseur d'une femme qui porte plainte contre la STIB pour discrimination à l'embauche. Son crime, selon elle, eh bien, c'est d'avoir présenté les examens d'embauche voilés. Regardez. On constate, nous, à la Ligue, qu'il y a de plus en plus d'endroits dont les jeunes femmes qui portent le voile sont exclues. Alors, ça peut être des emplois, ça peut être aussi des salles de sport, ou ça peut même parfois être des salles d'audience dans les tribunaux. Donc, on sent une crispation autour de cette ici, il s'agissait d'un job dans le service légal, comme on appelle le service juridique. On n'était pas en contact avec le public, effectivement, comme l'a dit Fabrice Goffilet. Cette personne s'est présentée 2 fois sous forme de contrat d'intérimaire et elle n'a pas été retenue pour des questions de compétences. Est-ce que la STIB dit cette personne ne disposait pas des compétences pour le job? Alors, est-ce que vous n'êtes pas en train de vous tromper de combat, alors que c'est peut-être juste un problème de compétence, c'est pas un problème de discrimination? Oui, mais ça, c'est l'argument de la STIB, évidemment. L'affaire est portée en justice, donc on verra bien si la STIB arrive à convaincre le tribunal avec cet argument. Nous, du dossier qu'on a pu examiner, on a constaté qu'en fait, cette jeune femme est passée par des cabinets de recrutement et que les éléments qui lui ont été donnés dans la justification de refus d'embauche, en fait, touchaient clairement à la question du port du voile. Alors, c'est évidemment une question qui concerne la STIB et l'intéressé et la justice. Je ne vais pas vous demander, mesdames, de vous prononcer sur le fond de ce dossier. Mais peut-être vous, Virginie Leblic, vous êtes psychologue, vous êtes musulmane, vous l'affichez, vous portez le voile. Est-ce que vous vous reconnaissez dans le cas de cette femme? Est-ce que vous dites, oui, moi, dans ma vie de tous les jours, dans mon travail, j'ai déjà eu à subir des discriminations parce que j'affiche ma religion? Bon, alors c'est compliqué. Moi, je dirais pas que je subis des discriminations puisque je travaille et je travaille habillée comme ça. Donc, et ça n'a jamais posé de souci à personne? Je pense que parfois il y a de la peur, il y a des incompréhensions qui peuvent arriver, mais je pense qu'une fois qu'on brise la glace, en général, on voit les compétences. Mais c'est vrai que je reconnais qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus, et je pense, voilà, les gens ont de plus en plus peur. Il y a beaucoup de faits sociétaux qui pourraient expliquer ça aussi, mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont peur de l'islam, des musulmans. Et donc aujourd'hui, malheureusement, c'est un peu la femme voilée qui est l'étendard de l'islam, alors que ça ne devrait pas normalement, mais parce qu'elle, on le voit forcément, et donc du coup, ce sont elles qui sont le plus agressées et qui sont le plus discriminées. Voilà. Fadila Maroufi, vous êtes éducatrice. On verra que vous n'êtes pas toujours d'accord sur tout, mais est-ce que vous avez, de votre connaissance du terrain, de votre travail de terrain, un retour de femmes qui disent mais finalement on est considérés comme des étendards de quelque chose qui n'est peut-être pas notre conviction profonde? Vous avez cette impression-là? Honnêtement, en fait, c'est pas le retour que j'en ai. Le retour que j'en ai, c'est surtout des difficultés que les femmes vivent au sein des quartiers, c'est-à-dire le regard des hommes, le fait que si elles ne portent pas le voile, elles risquent d'être stigmatisées par les hommes ou subir une pression au niveau... Ça, c'est un retour que vous avez? Ça, c'est un retour que j'ai. Et donc elles portent le voile? Certaines femmes portent le voile justement pour avoir la paix, pour éviter le regard de certains hommes, les remarques de certains hommes sexistes. Et notamment aussi au sein des écoles, puisqu'il y a eu quand même certaines jeunes filles qui portaient le voile au sein des écoles. Et le retour que j'en ai, c'est que beaucoup ont porté le voile pour justement éviter que les garçons leur mettent la main aux fesses, pour éviter de subir des pressions. Et certaines écoles ont dû l'interdire, d'ailleurs, ont dû retirer l'autorisation pour que justement on ne fasse pas la distinction entre les jeunes filles qui portent le voile et celles qui n'en portaient pas, qui recevaient de plus en plus de pression. Djamila Benhabib, vous avez ri, mais j'imagine que vous riez de manière un peu jaune là.
Oui, un peu jaune. En fait, je pense que le problème qui se pose, c'est l'exhibitionnisme religieux qui devient de plus en plus, disons, visible et qui menace la neutralité du service public. Je pense que la problématique devrait être posée en ces termes. Il y a un service public qui est neutre. Et donc, oui, mais par exemple, pour l'enseignement de promotion sociale, les professeurs ne peuvent pas, eux, afficher un signe religieux ou convictionnel quelconque. Bien sûr. Là, on parle d'élèves qui sont majeurs d'abord et puis qui sont bénéficiaires du service public, pas qu'ils le font fonctionner. Il y a quand même une nuance là. Moi, je parlais essentiellement du cas de l'ASTI, puisque c'est une institution donc, qui est publique, qui est au service du public, et les normes du travail, les normes aussi philosophiques, politiques que l'on défend, c'est plutôt la neutralité du service public. Et donc vous, ça ne vous choque pas vous ne considérez pas qu'on exclut des femmes parce qu'elles portent un voile ou des hommes parce qu'ils portent une kippa Mais ce n'est pas une exclusion, c'est précisément faire société ensemble autour de principes politiques et aussi autour de valeurs sociétales. Les valeurs sociétales ici, ce sont les valeurs de l'égalité et le principe politique, c'est celui de la neutralité, c'est-à-dire de la laïcité. Virginie Leblic, vous partagez ces valeurs de solidarité, d'égalité Ah oui, mais par contre, c'est vrai que je suis assez surprise pour rebondir d'abord sur ce que vous dites. Moi, je travaille quand même dans des quartiers, j'ai travaillé dans des quartiers un peu difficiles aussi. Je trouve qu'on est quand même en Belgique. Ici, si une femme, elle se sent maltraitée ou... je suis en première ligne, je suis psychologue, donc je suis sur le terrain. Si une femme est maltraitée par son mari, si elle est oppressée pour le port du voile ou si une jeune fille est oppressée par le port du voile, il y a vraiment un système qui est mis en place, que ce soit les PMS dans les écoles, que ce soit les psychologues, elle peut aller chercher de l'aide et au contraire, je pense qu'en Belgique, on favorise les femmes et les jeunes femmes à pouvoir se défendre. Ce serait dans d'autres pays, je ne dis pas, mais ici en Belgique, une femme qui se sent oppressée par éventuellement un homme ou par des garçons ou autres, elle peut en parler, il y a des espaces pour ça et on peut l'aider à surmonter ça. Donc moi, me dire, il y a des jeunes filles qui n'ont pas envie de le porter, qui sont obligées, moi je peux vous dire qu'en tout cas, dans ma clientèle, et j'ai vraiment une très large clientèle, c'est une minorité, c'est vraiment une minorité. Mais il y en a, et je ne dirais pas que ce que vous dites est faux, c'est vrai, il y a des personnes qui sont oppressées par rapport à ça. Il y a aussi le poids et des pressions culturelles qui peuvent exister aussi, c'est-à-dire que d'être mal vu, mais ça touche pas que le voile, ça touche aussi le célibat quand on a 35 ans, ça touche aussi d'autres sujets qui sont parfois un peu houleux et qui sont liés à des traditions culturelles, qui sont même pas liées à l'islam. Donc moi je dirais que ça reste une minorité. Une majorité de femmes en Europe, elles sont quand même libres de leur choix par rapport à leur manière de s'habiller. On voit aussi, quand on s'intéresse un tout petit peu à la question, il ne faut pas être expert, qu'il faut être quand même prudent sur les termes qu'on utilise. Parce qu'il y a le mot considéré comme générique du voile, mais en fait, ça peut être le hijab, il y a différentes manières de le porter. Alors, est-ce qu'on ne parle pas parfois de pommes comme si c'était des poires, pour prendre les expressions un peu scolaires de nos professeurs de mathématiques, ou est-ce que pour vous, afficher un signe religieux quand on est une femme, c'est de toute façon quelque chose de similaire? Mais de toute façon, en Belgique, je pense qu'il n'est pas interdit de porter le voile. On voit dans les rues, les femmes ont le droit de porter le voile. Elles ont le droit de le porter chez elles, donc il n'y a pas d'interdiction. Mais est-ce qu'on ne fait pas une espèce de package global finalement, une dame qui veut porter un voile pour travailler, c'est peut-être pas tout à fait la même chose qu'une dame qui va être couverte, on va dire, pratiquement de la tête aux pieds, qui porte des gants, parce que c'est peut-être pas le même esprit non plus, pas la même approche de la religion. Mais de toute façon, je pense que à partir du moment où on s'est battu pour que les femmes puissent disposer de leur corps comme elles le souhaitent, on s'habille comme on veut. Moi, si j'ai envie demain d'enlever le voile, eh bien, j'ai le droit de le faire. Je suis en Belgique et si j'ai envie de m'habiller comme ceci ou d'une autre manière, c'est un droit que la Belgique m'octroie et que la loi met en place. C'est une protection d'avoir le choix. Mais à partir du moment où on impose un choix à une personne dans la manière de s'habiller, c'est-à-dire tu dois être même comme tout le monde et vivre ensemble, c'est ça. C'est avoir une pensée unique et tout le monde s'habille de la même manière. Pour moi, excusez-moi, en tant que psychologue, je ne
peut pas dire que c'est tout à fait normal de vouloir mettre tout le monde dans le même sac, avec tout le monde met le même habit. Pour moi, le voile, c'est juste un habit. C'est un habit, et il y en a qui le mettent en turban, il y en a qui le mettent avec plein de fleurs, il y en a qui mettent des boubous, il y en a qui le mettent tout en long, jusqu'en bas. C'est une manière de s'habiller, et chacun est différent. Une femme qui va choisir de mettre une petite jupe ou un beau petit chemisier, ou voilà, la femme, elle choisit. L'habit, c'est aussi quelque chose qui vient indiquer quelque chose qui nous appartient, de notre identité aussi. On comprend la liberté de choix, l'identité. Juste pour rebondir, c'est que si on arrive au point qu'il faille justement défendre le port du voile, etc., c'est qu'il y a quand même aussi une signification. Si on voit des filles de plus en plus faire des demandes par rapport au port du voile, c'est qu'il y a quand même aussi une signification derrière qui est autre. Quelle est pour vous, parce qu'on n'a pas beaucoup entendu Madame Benhabib, quelle est pour vous cette signification qui n'est peut-être pas exprimée, et est-ce qu'elle est toujours compréhensible? Finalement, est-ce qu'un jeune qui veut suivre une mode, il est aussi au courant, ou ça peut valoir pour d'autres signes que religieux, là, ce que nous dit Madame? Je pense qu'il faut rentrer dans les nuances. On ne parle pas dans l'absolu, certainement. Mais cela étant, le port du voile comme tel ne se posait pas voilà 30 ans, en tout cas en Occident. En Europe, de façon générale, le voile n'existait pas. Il est apparu, voilà, 30 ans, et s'il est apparu en 1989, c'est parce qu'il y a eu un contexte politique, géopolitique, qui a permis son apparition. Alors, il faut retourner, évidemment, à ces éléments de géopolitique, avec l'intrusion de l'Iran sur la scène internationale et de la République islamique, avec évidemment le travail de l'Arabie saoudite et le travail de tous les pays du Golfe qui sont présents aussi en Europe. Par ailleurs, nous avons aussi remarqué que là où le voile existe, la frustration sexuelle existe. Dans l'ensemble des pays musulmans, il y a une frustration sexuelle. Madame Leblic n'a pas l'air d'accord. Mais... elle peut ne pas être d'accord, mais c'est un fait. C'est un fait qu'il y a un malaise entre les femmes et les hommes. Vous n'avez qu'à voir ce magnifique film égyptien, L'autobus 67 ou 69, je ne m'en souviens plus. Bon, bref, qui posait véritablement la question d'une façon très crue, celle de l'apartheid sexuel, celle de la différenciation, de l'assignation sexuelle des femmes. Un autre cas, par exemple, le voilement des petites filles prépubères, ça on ne le voyait jamais, et pourtant maintenant nous sommes de plus en plus confrontés à ce type de problème. Le voile intégral, voilà 10 ans, la question ne se posait pas avec une telle acuité. Or aujourd'hui, toutes ces questions-là, eh bien, se sont imposées dans l'actualité et s'imposent à notre société. Alors cela enfreint, si vous voulez. Est-ce que Madame Leblic, vous avez quelque chose à dire là-dessus? Parce que finalement, on parle d'influences qui sont extérieures. Est-ce que vous vous sentez concerné, vous, par ce qui se passe en Iran ou en Arabie? Moi, c'est particulier parce que moi, je suis belge, donc forcément, je me sens pas du tout concernée par ça. Et donc vous ne nous dites pas que vous avez l'impression d'être influencé même indirectement par un contexte? Non, pas du tout, absolument pas, vraiment pas. Enfin, moi, je ne me sens pas du tout influencée ni par l'Iran, ni par l'Irak, ni par l'Arabie Saoudite, vraiment pas. Je pense que c'est vraiment voilà, quelque chose de très personnel. Mais vous savez, moi, j'ai un autre regard que vous. Sur le fait qu'il y a de plus en plus de jeunes femmes qui revendiquent peut-être le fait de pouvoir s'habiller comme elles le souhaitent. Et déjà, notamment, il y a eu toutes les révolutions mai 68, etc., où les femmes, justement, se sont battues pour leurs droits et le droit de disposer de son corps comme on le souhaite. Mais il y a aussi, dans ce que vous dites oui, mais finalement, il y a un contexte géopolitique qui a autorisé ces pays à venir introduire leur culture, leur tradition chez nous. Mais moi, oui, en tout cas, voilà, tout ce qui est Iran, etc. J'ai parlé de politique. Oui, voilà, de politique éventuellement. Mais moi, j'ai un autre regard, et peut-être c'est une analyse plutôt sociologique plutôt que politique, mais où je me dis que clairement, il y a des personnes qui sont venues ici travailler en Belgique, qui ont donné énormément pour ce pays, pour la construction de ce pays, et qui, à un moment donné, ont subi aussi des discriminations. Et les générations suivantes, d'une manière un peu revendicatrice peut-être, ont peut-être
eu ce retour très fort à cette identité religieuse. Et moi, je suis persuadée que si on était dans quelque chose de beaucoup plus inclusif, où justement on arrêtait de mettre des stops partout et de dire non, on ne peut pas, non, on interdit, et qu'on laissait justement l'accès aux études, qu'on laisse l'accès à l'emploi, au logement, etc., pour les personnes de toute confession, eh bien on n'aura plus ces jeunes ados qui veulent se revendiquer de l'islam et de porter des longs foulards ou des choses comme ça. Enfin, c'est quelque chose... Pour résumer le propos, est-ce que vous pouvez comprendre qu'il y a un côté cyclique et revendicatif quelque part Non, écoutez, l'explication sociale ne fonctionne mais absolument pas. Ici, on veut justifier un exhibitionnisme religieux à travers une discrimination sociale. On établit un lien. Or, la grande majorité de la communauté musulmane, d'abord, les femmes ne portent pas le voile islamique, à ce que je sache. Donc, s'il y avait un problème de cause à effet, je veux dire, l'ensemble des femmes se seraient mises à porter, à revendiquer comme un étendard, en effet, de leur émancipation. Une parole de terrain, Fadila Maroufi, parce qu'on ne vous a pas beaucoup entendu, en tout cas pas autant que les autres, depuis le début du débat. De votre connaissance du terrain, moi je voudrais quand même revenir à cette question qui revient souvent dans les témoignages qu'on a, de dire mais je suis discriminé, donc comme j'en ai assez de devoir me cacher, ben je m'affirme. Est-ce qu'il y a aussi un message social derrière une pratique religieuse, derrière un affichage religieux? Pour moi, clairement, il y a une influence qui est arrivée ici du Proche-Orient, du Moyen-Orient, etc., sur toutes ces questions. Mais est-ce qu'il y a aussi un message social? Je vais arriver à cette question. Ou un contexte social. Je suis d'origine maghrébine, 3e génération. Moi, j'ai connu donc mes parents qui étaient ici, mes grands-parents qui étaient ici, et j'habitais dans un quartier à Kurgem, voilà. Je n'ai pas entendu, en tout cas à ce moment-là, ni mes parents ni d'autres se plaindre de discrimination. Bien au contraire, justement, on me disait que c'était plutôt vert. Il y avait voilà, on a une augmentation de 50% en 5 ans des plaintes pour discrimination. Alors, est-ce que c'est une augmentation? J'aimerais juste terminer, parce qu'on ne me laisse jamais terminer mes phrases. J'aimerais bien qu'on me laisse terminer. Il y a eu quand même une propagande islamiste qui a été faite quand même. Les gens entendaient quand même. Il y avait le parabole qui passait dans toutes les familles. On voyait des chaînes satellitaires. Dans les mosquées, on véhiculait quand même des propos qui étaient soit antisémites ou contre l'autre, qui n'étaient pas les mêmes. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? Excusez. Pardon, il y a un prosélytisme qui existe. Alors quand vous dites là maintenant, est-ce qu'il y a... Un contexte social aussi qui crée une frustration, et la religion apparaît comme un moyen d'émancipation par rapport à la société non inclusive. Non, justement, c'est ce que l'islam politique aimerait faire croire. C'est-à-dire qu'on victimise les gens, on leur fait croire aux jeunes, plutôt qu'ils puissent prendre leur vie en main, on leur dit qu'ils sont victimes et on les incite justement à pouvoir d'être revendicateurs par rapport à certaines choses qui sont justement de l'ordre du religieux, à prendre une identité religieuse. Plutôt que d'essayer de rassembler les gens, on essaye de nous diviser. Moi, c'est ce que j'entends, moi, c'est ce que j'ai vu sur le terrain, c'est ce que j'ai vu dans des lieux de culte. Est-ce que créer des interdits fait évoluer les mentalités? Est-ce que créer des interdits de port, de signes religieux fait vraiment évoluer les mentalités? Puisqu'on voit que, notamment dans l'enseignement, la demande n'a pas faibli. Le gouvernement ouvre même le port des signes religieux dans un esprit d'inclusion. Oui, je poserai la question autrement. Est-ce que la liberté de religion est absolue dans toutes les sociétés? Est-ce qu'il y a un absolutisme religieux? C'est de telle façon, à mon avis, qu'on devrait exprimer la problématique. Y a-t-il une liberté absolue de l'expression religieuse? Eh bien, à mon avis, vous revendiquez, Virginie Lebicq, la liberté. Je voudrais entendre Madame Lebicq aussi, parce qu'elle a eu moins la parole que vous ces dernières minutes. Les sociétés sont modulées. On a compris votre question. Est-ce que vous trouvez que, finalement, on est dans une espèce de choix qui est posé, qu'on vous poserait à vous, de liberté absolue ou pas? Mais pour moi, chacun a le droit de s'habiller comme il veut. Pour moi, il n'y a pas de... voilà, si madame a envie de s'habiller comme elle s'habille, elle fait ce qu'elle veut. Et vous parlez de la place de la femme, de la sexualité, etc. Mais moi, voir une femme toute nue sur un bus,
quelle image je transmets à ma fille, à côté une femme sur un bus toute nue avec un parfum à côté. Pour moi, c'est ça l'instrumentalisation de la femme. C'est pas le port du voile ou le fait d'avoir une croyance qui fait qu'on instrumentalise la femme. C'est d'en faire un objet sexuel. Et pour moi, une féministe, elle doit défendre ça, le fait que la femme n'est pas un objet sexuel, le fait qu'elle a le droit de dire non, qu'elle soit voilée, non voilée, le fait qu'elle doit être respectée, qu'elle soit d'origine maghrébine ou qu'elle soit d'origine portugaise ou autre, la femme doit être respectée. Ça n'est pas le cas. Aujourd'hui, en Belgique, il y a des écarts salariaux. Quelqu'un qui fait le même travail que moi, avec le même nombre de diplômes que moi, si c'est un homme, il aura un meilleur salaire que moi. Et ça, pour moi, c'est une lutte du féminisme. Pour moi, la lutte du féminisme, c'est pas voiler, pas voiler, un morceau de tissu en plus, un morceau de tissu en moins. C'est pas ça le féminisme. Le féminisme, c'est la femme qui a le droit de travailler. Aujourd'hui, avant, on disait « Ah oui, mais la femme, voilà ces femmes musulmanes qui restent à la maison, qui ne font rien, etc. » Aujourd'hui, les femmes musulmanes, on les voit plus pourquoi ? Parce qu'elles veulent étudier, parce qu'elles veulent travailler, parce qu'elles veulent faire partie de la société belge. Et moi, elles se sentent belges, elles sont nées ici, elles aiment leur pays. Moi, j'aime mon pays. J'aime que mon pays, il me laisse le choix de m'habiller comme je l'entends. J'aime que mon pays, il laisse la possibilité à des personnes d'origine diverse, et vous en êtes la preuve juste devant moi, puisque vous êtes aussi issus de l'immigration, que des personnes puissent étudier, s'émanciper dans ce pays, et qu'ils puissent justement faire leur famille et faire de cette richesse, cette société, elle est riche de sa diversité. Mesdames, peut-être Mme Maroufi, mais brièvement, parce qu'on va arriver à un moment important de l'émission. Juste une chose, moi, ce qui à chaque fois me fait bondir, c'est qu'on oppose toujours les femmes voilées avec les femmes nues, comme s'il n'y avait pas d'intermédiaire. Donc on parle ici de femmes qu'on placarde. Je parlais de l'instrumentalisation de la femme. Mais c'est toujours la femme pudique et la femme non pudique. Non, ça n'a rien à voir. Je parlais pas de ça excusez-moi, dans ce contexte-là. c'est un peu ça qui en est question. En fait, c'est exactement ça qui revient systématiquement. C'est une mauvaise interprétation de ce que j'ai dit. Mais laissons-la développer son argument, vous a écouté. C'est ce qui souvent revient, c'est que quand on ne porte pas le voile, on est une femme non pudique. Et dans les quartiers, c'est ce qui se ressent. Moi, dans les faits, c'est ce que je vois. C'est que dans le comportement des gens et dans le comportement des garçons. Donc si oui, on veut faire un travail, c'est plutôt justement d'éduquer les garçons à pouvoir accepter le fait que la femme puisse être libre dans ses choix. Alors la question du choix, mais à partir du moment où le port du voile est justement mis en avant par des prosélytes islamistes, je suis désolée, pour moi ce n'est pas un choix. On a compris. Mesdames, je voudrais arriver à un moment important de l'émission, c'est ainsi qu'on la conclut à chaque fois, et vous êtes prévenus, c'est l'argument recevable. Madame Benhabib, parce que vous vouliez intervenir, est-ce qu'il y a un argument qui a été avancé par Virginie Leblic que vous trouvez recevable, quelque chose sur lequel vous n'êtes si pas d'accord, au moins, que vous trouvez assez bien amené? Moi, j'aimerais rebondir sur cette question des libertés individuelles. Je voudrais un argument recevable. Est-ce que vous trouvez que son argument sur les libertés tient la route? Les libertés individuelles, dans l'absolu, si elles ne sont pas modulées par les libertés collectives, elles ne valent pas grand-chose. Parce que si nous avons des libertés individuelles, c'est parce que les libertés, les droits collectifs existent aussi. C'est parce qu'il y a des luttes collectives. On vous a compris. Virginie Leblic, il y a quelque chose que ces dames ont dit en face de vous avec lequel vous pouvez être d'accord? Oui, il y a une chose sur laquelle je suis tout à fait d'accord. Je pense que vraiment, il faut éduquer les jeunes hommes, les hommes et les jeunes hommes aussi, au respect de la femme, clairement. Et je pense que dans les quartiers, je crois que vous l'avez bien perçu. Et donc, je suis tout à fait d'accord avec ce que madame a dit. Il y a vraiment des jeunes hommes qui ont de très mauvais comportements, et autant envers les femmes voilées que non voilées. Et je pense qu'il faut clairement les éduquer. Et ça, l'éducatrice psychologue, je crois qu'on peut s'entendre sur ce niveau-là. Merci à toutes les trois d'être venues. Merci à ma collègue Mariam Benayad qui m'a beaucoup aidé dans la préparation de cette émission. C'était pas facile, je ne vous le cache pas, mais merci d'avoir joué le jeu du débat et de la contradiction. À très bientôt sur BX1 dans Versus.